Bonjour, moi j'avais une question sur les capacités de séquestration des élevages en pâturage. Est-ce que vous avez mesuré des trucs comme ça sur cette question ou pas? Les mesures, oui, l'interprétation, non. C'est-à-dire que nous, on a focalisé d'abord sur les grandes cultures, là, ce que je vous montre là, puis Hmm. c'est des trucs qu'on n'a pas encore mis dans les revues, hein, c'est des résultats qu'on a depuis quelques mois, etc., qu'on compile. On est dans une course de vitesse pour obtenir des décisions politiques, etc., qui soient correctes. Et donc, on cible les priorités. Alors, on a plein de données sur les pâturages, donc prairies permanentes, on n'en manque pas. Beaucoup sont pauvres, vous l'avez vu sur les graphiques, en carbone, liés aux épandages, au tassement, etc. Mais je ne peux pas vous en parler plus que ça, parce que ça, par contre, on ne l'a pas encore travaillé en termes de capacité de séquestration. On a fait l'hypothèse que c'était moindre, quantitativement. Vous avez vu là, il faut mettre 700 000 tonnes à Genève, et le plan climat, c'est 1 700 000 tonnes. Ils avaient fait l'impasse sur cette mesure en pensant que, enfin, ils n'avaient rien pensé, quoi. Bon, Genève, c'est un petit canton. Quand ils ont vu le chiffre, ils sont tombés de leur chaise, quoi, là. Sur les élevages, vous étudiez plutôt les parties extensives ou les parties pâturage régénératif, tournant dynamique, haute densité On prend tout d'élevage parce qu'on étudie les exploitations agricoles. Et vous séparez les modèles quand vous les étudiez ou vous Oui, étudiez les... oui, oui. Alors en fait, ce qu'on fait, ça dépend sur quoi. Oh, ce que je ne vous ai pas dit, j'ai listé plein de projets, on s'est mis d'accord sur ces projets, certains sont ciblés, alors c'est toujours avec des services cantonaux, hein, donc les cantons du Jura, Vaud, Genève, etc., les cantons du plateau suisse, et il y a des objectifs qui peuvent différer. Sur le Jura, c'est restaurer la qualité structurale. Sur Genève, la question c'est séquestrer, Vaud aussi, etc. Donc, on voit qu'elles vont ensemble, hein. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que tous ces projets, d'abord c'est en exploitation agricole. Ensuite, on va prendre un panel d'exploitation dont on va s'assurer qu'ils sont représentatifs des systèmes et du sol. Donc on va essayer de rien louper, et de l'état du sol. Alors par exemple sur le plan climat Genève, vous avez vu tout l'histogramme des taux d'évolution de carbone. Ben, on s'est assuré que toutes les exploitations qu'on regarde en détail couvrent l'histogramme. Voilà. Donc on essaie de louper personne, parce qu'après on va essayer de mettre en évidence les choses. Donc on a tout ça dedans, ouais, mais c'est vrai que le focus actuel, c'est beaucoup les grandes cultures, pour ce qui est de l'interprétation. Juste une 30 secondes. Par rapport aux décideurs politiques, j'étais hier à Paris et ils sont au courant de tout ça. Après, est-ce qu'ils feront quelque chose, c'est autre Oui, chose. ça bouge, oui, oui, ça bouge. Ils savent, Il voilà. faut s'agiter, mais il faut C'est ça sûr. bouge. Non, mais le problème, c'est qu'il faut passer. Déjà, il faut que les connaissances rentrent. Et par exemple, le rapport de l'EASA, il a quand même un an maintenant passé. À chaque fois que j'ai un interlocuteur dans ce domaine, il le découvre en faisant des yeux comme ça, quoi. Alors maintenant, ça y est, oui, je peux dire oui. Le ministère de l'Agriculture en France vient nous rendre visite bientôt. Là. Enfin, voilà, il y a des choses qui. Le bouillon de culture est là, mais il faut anticiper. Ce qui me fascine, moi, avec l'Office fédéral de l'agriculture, c'est leur trouille de l'Union suisse des paysans. Ouh, on va pas bouger parce que ennui, ennui, emmerde, hein. Et en fait, c'est l'Union suisse des paysans qui leur dit dites donc, le suivi carbone, là, on pourra peut-être utiliser nos données. Alors que quand je dis ça à l'Office fédéral de l'agriculture, on me dit oh, les agriculteurs ne voudront jamais, jamais qu'on utilise les données, c'est privé. Et le mieux, c'est d'aller discuter avec l'Union suisse des paysans qui leur dit si, si, on les utilise. Parce que sinon, le système est bloqué et personne n'ose aller au charbon, quoi. Et là, je pense qu'on est vraiment dans un domaine où si il n'y a pas des discussions informelles et si on n'est pas proactif, effectivement, en 2028, on vous dira oh la vache, vous pouviez faire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Ouais. Oui, 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 il faut veiller. Ouais. Ouais, j'avais une question. Vous avez parlé d'acidification des sols sur des parcelles en agriculture de conservation. Voir si vous pouviez un peu expliquer le processus. Alors, tout sol cultivé va s'acidifier. Le facteur d'acidification, pour faire très simple, ça va d'abord être l'exportation de la production. Alors la bête, le foin, le blé, etc. Tout ça, une plante, elle va séparer, en gros, l'alcalin est dans la partie aérienne, je fais très simple, hein, et l'acide est dans la partie racinaire. Puis la plante, elle meurt, et puis on est neutre. Mais non, mais là, on la ramasse, on l'envoie. Forêt, pareil, hein. Donc à ce moment-là, on lance un processus d'acidification. Et la vitesse à laquelle ça va s'acidifier va dépendre du pouvoir tampon du sol. Donc si vous êtes sur de la craie, vous êtes tranquille, pour des millions d'années. Par contre, si vous êtes sur un sol sableux, à sable siliceux, par exemple, ça va aller très très vite. Cas de la Sologne, par exemple. Enfin, c'est sablo-argileux, mais les argiles migrent avec l'acidification et vous n'avez plus que le sable, et voilà. Donc, c'est à la base, tout sol cultivé dans lequel il y a une exportation, y compris la forêt, doit être corrigé. Et les forêts ne sont pas corrigées, donc elles sont acides. Voilà, c'est ça le mécanisme. Simplement, sur sol calcaire, avec du calcaire disponible, hein, pas du calcaire dur qui ne réagit pas, vous aurez moins d'effet ou pas d'effet.
Oh, oui, donc moi j'avais une question. Est-ce que vous avez identifié des causes principales à l'échec de l'agriculture de conservation Oui, c'est je suis là. clair. en agriculture biologique, justement, des causes principales dominantes dans les graphiques qui ont été présentés là, effectivement, vous voyez des gars qui étaient nettement en dessous au niveau justement de séquestration carbone ou d'autres problématiques. Est-ce qu'il y a des causes principales identifiées aujourd'hui assez claires? Alors sur chez ces nous, échecs? oui, la réponse, elle semble émerger clairement. Encore une fois, on est en train de compiler parce qu'on est en train de rentrer, on va arriver à 300 exploitations. Là, ça commence à devenir solide, mais celle que je vous ai présentée, c'est une trentaine. Mais on voit déjà très bien et que ce qu'on appelle l'intensité végétale, c'est-à-dire le taux de couverture du sol, la diversité des couverts et le fait d'introduire des dérobés ou pas, etc., c'est dominant. Et quand on regarde du côté de l'agriculture de conservation, des gens qui vraiment plafonnent complètement. Alors, quand c'est en bio, souvent ils vous disent ouais, non, mais les couverts, je n'arrive pas, je vais faire trop d'opérations mécaniques, j'ai pas le temps, etc. C'est une réponse qu'on m'a souvent faite. Et pour des gens qui ne sont pas en bio, eh ben, oui, mais enfin bon, je mets un couvert, ça va bien, quoi. Et le couvert, il se met trop tard. C'est un facteur vraiment important. Voire pas fertiliser alors qu'il aurait fallu. Il faut réfléchir à tout ça. Et résultat, quand vous arrivez au mois d'octobre, bah, vous avez un petit machin comme ça, un peu diversifié. Et il y en a qu'on suit depuis 10 ans. Alors on est tout content qu'ils fassent ça parce qu'ils sont à côté du labo et puis c'est facile. Et au bout de 10 ans, il n'y a pas un poil de changement de teneur en matière organique. Et puis 1 kilomètre plus loin, un gars qui a démarré en même temps puis qui va à fond, eh ben, on est à 3 tonnes hectare an de carbone séquestré et il monte de 0,1% par an. Voilà. Donc ça, c'est les choses que nous on voyait, mais que maintenant on est en train de chiffrer vraiment avec ce que je vous montre là pour pouvoir le publier en disant ok. Il y a 2 ans, mon angoisse, c'était est-ce qu'on est dépendant du compost? Parce que parmi les plus belles réussites, les gens qui mettent des paquets de compost, y compris des doses illégales. Puis le compost, bon. Et non, maintenant qu'on couvre tout le canton et qu'on couvre le canton de Vaud, on a un paquet de gens qui sont à des taux très élevés, qui n'ont pas de fumier, qui n'ont pas de compost. Mais alors, ils y vont à fond. Et de même, des gens qui labourent, qui exportent leur paille et qui arrivent encore à tenir des teneurs correctes, c'est sur l'intensité végétale. Pardon, il y avait Oui, alors effectivement, bon, je ne sais pas si vous citez son nom, mais c'est la théorie. Schreiber dit ça à l'envie. Donc il faut a priori travailler plus sur le couvert que sur la culture. Donc l'idée de l'agriculture de conservation, c'est effectivement d'être très performant sur le couvert pour qu'après la culture suivante bénéficie. C'est ça le grand principe? Moi je dirais le couvert est une culture. Et il faut le traiter comme ça. Et la culture, elle aussi, et puis la culture associée. Sur Genève, maintenant, on n'a pratiquement plus que des colzas associés, avec en tout cas 4 espèces dedans. Donc là, c'est pas la même chose qu'un colza tout court. Voilà. Donc là, dans ce sens, je suis plus général en disant c'est l'ensemble du taux de couverture, l'intensité et de la diversité de la couverture qui va jouer. Ce qui est complètement rejoint par les dernières publications depuis ces 12 derniers mois, où des gens, alors cette fois-ci, dans des recherches tout à fait fondamentales, montre que ce qui se passe dans ces pores très fins, structuraux, ceux que vous avez diagnostiqués au test Bech aussi, avec la réforme structurale. Et là, on voit très bien, dès qu'on diversifie la population racinaire, en fait, eh ben ça y est, ça répond. Oui, je voudrais revenir juste sur le problème, le point que vous avez abordé tout à l'heure, le lien entre l'acidification et la pratique des couverts végétaux. C'était pas les couverts, c'est l'agriculture, c'est-à-dire le fait d'exporter la production. Mais vous avez mis en évidence qui avait, enfin, donc je resitue un peu. Ouais. Moi, ça fait 10 ans sur cette ferme que je pratique les couverts végétaux systématiques d'hiver et d'été. Ouais. Je suis à 0,30, donc il n'y a pas de variation due à ça, et sur une rotation en bio avec 6 cultures différentes. Et c'est un différent que j'ai avec Quentin, mais dans le bon sens du terme, puisque ce qu'on disait à l'époque, dès que j'ai commencé, c'est que précisément l'utilisation de couverts végétaux allait acidifier. Voilà. Et donc, non, il n'y a pas de raison. Donc c'est bien pour ça que je veux préciser aujourd'hui avec vous sur ce sujet-là, parce que tout à l'heure vous en avez parlé aussi. Vous avez parlé du problème de l'acidification. Oui. Donc je finis sur mon rapport. Et ce que je constate, moi, puisqu'il se trouve qu'on a fait 3 fois des analyses récentes dans le cadre de programmes qui interviennent sur ma ferme, dont le programme Bagage, pour le moment, je suis sur un pH neutre de 7%, alors que ce sont des terres qui ont une connotation assez sableuse, puisque c'est des boulbènes.
Ouais, ok. Voilà. Mais Donc, je veux souligner par là, de Ouais. toute façon, que ce qui est intéressant, c'est vraiment un suivi précis et le plus objectif possible en situation d'agriculteur. complètement. Alors, quand je dis attention au pH, c'est l'agriculteur. C'est ne pas oublier de contrôler son pH, parce que je fais souvent la rencontre de gens qui ont fait un travail admirable en agriculture de conservation et qui, du coup, sont tellement heureux et ils ont raison de ce qu'ils voient au niveau structure, de ce qu'ils voient au niveau profil matière organique, de ce qu'ils voient au niveau activité biologique, qu'ils disent, en gros, ils ont le sentiment que ça va tout régler. Et finalement, on se retourne, on s'aperçoit que depuis 30 ans, on n'a pas pris le pH. Et on prend le pH et on est à 5. Voilà. Alors et donc, je mets en garde sur le fait que ce genre de fondamental, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et par contre, un couvert végétal ne va pas acidifier. L'exportation de la masse végétale est un processus acidifiant. Voilà. Mais le couvert, il n'est pas exporté, donc non. Avec soin. Non, alors, mais c'est une question importante, je rigole, mais je suis extrêmement récalcitrant avec les colorants, les réactifs colorés type Elige, etc. Vous avez facilement des erreurs de 2 points de pH. Alors franchement, entre 7 et 5, se tromper, ça fait mal. Donc je pense qu'il faut faire du pH labo. Extrait à l'eau, hein. Je parle de l'extrait à l'eau, je ne parle pas des autres extraits. Voilà, donc l'extrait à l'eau, labo. Pour autant, je pense que quand on dit labo, il n'y a pas besoin dans une analyse faite par un laboratoire qui vous a vendu, il y a des standards, AFNOR, ISO, etc. Il faut qu'ils les appliquent, ça va de soi. Mais imaginons qu'un groupement d'agriculteurs ait un pH mètre et une électrode un peu entretenue, ce n'est pas très compliqué. Vous mettez dans un godet, vous agitez avec de l'eau, un quart d'heure, vous mettez votre électrode pH, vous n'aurez pas une grosse différence avec le pH labo et vous aurez vérifié. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'analyse labo que pour le pH. Par contre, si vous faites une analyse en général, demandez le pH. Enfin, normalement, il y est, hein, mais... Non, ça va être dans des cas extrêmes. Si vous utilisez-vous de l'eau du robinet qui est très carbonatée, et puis que vous avez un sol qui n'a aucun pouvoir tampon, hein, sur un sable, un truc comme ça, vous allez influencer, mais c'est un cas extrême. En général, moi, j'utilise 2 choses sur le terrain, soit un petit pH mètre où je vais effectivement agiter avec de l'eau, puis j'ai une électrode pH, et même plutôt une électrode de pénétration, ça a été développé plutôt pour les viandes, etc. Mais on peut le faire. Et on a des différences de pH qui sont de l'ordre du 10e ou de 2 dixièmes, donc pas de quoi crier au loup, quoi. Oui, vous avez abordé la question un peu sur l'intensité végétale, mais je voulais aussi revenir intensité végétale et gestion de l'eau, parce que je pense que nous n'avons pas forcément la même pluviométrie entre votre zone et ici, et puis ensuite de savoir si les sols dégradés récupérés. Oui. Alors, pour l'eau, c'est une inquiétude qui est souvent soulevée par rapport aux couverts végétaux en disant bah, là, ils vont vous pomper l'eau, etc. Alors, c'est un risque sur les cultures de printemps. Il faut bien voir que la recharge en eau, vous allez la faire au printemps, vous allez la faire à l'automne. À l'automne, vous allez recharger, votre couvert est déjà développé. Si vous êtes bien pris, c'est-à-dire que si vous avez pu semer début août, etc., votre couvert. Donc là, on observe peu de concurrence. Sachant que vous avez un phénomène concurrent, lui, c'est que vous développez la microstructure, hein, la fameuse dont on parlait, toujours la même, qui fait de la réserve en eau, etc. Et que vous avez des réserves en eau qui augmentent tellement, plus l'infiltration qui augmente, une évaporation réduite avec les couverts, qui fait qu'au total, l'observation courante, et vous avez dû l'entendre autour de vous, c'est j'ai beaucoup moins besoin d'irriguer, voire je n'irrigue plus. Voilà. Alors, ce qui effectivement perturbe d'autres agronomes qui disent bah, je comprends pas, tu as mis un truc qui évapotranspire et tu n'as plus besoin d'eau. Bon, attention au printemps. Oui, là c'est autre chose. Couvert de printemps, c'est plus rare, mais là il peut y avoir des problèmes parce que si vous êtes en train de pomper dans le stock et qu'il y a un printemps qui est sec derrière, là vous allez effectivement payer l'addition. Sauf si 15 ans plus tard, vous avez doublé votre RU. Bon, mais ça, c'est encore autre chose. Et puis l'autre question, c'était... Oui, la récupérer, eh ben, c'est comme le temps de refroidissement du canon de 105. Alors, la structure, vous avez vu, ça peut aller très vite, à condition de lancer le starter. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ce que vous implantez ne lève pas. Enfin, moi, quelques cas dramatiques en tête comme ça, où il n'y a plus rien qui part, quoi, hein. Et là, il faut parfois prendre des décisions radicales avec implanter des trucs qui vont rester, etc. L'activité biologique va suivre très vite. Si vous avez des techniques de sol couvert, vous allez tout de suite gagner sur l'érosion. Ça, on n'en parle pas, hein, mais c'est énorme.
Par contre, régénérer votre stock de matière organique, bon, bah, sur Genève, on est parti, là, un certain nombre d'essais qu'on fait avec AgriGenève chez des agriculteurs, hein, c'est eux qui font, hein, mais ils sont partis de rapports matière organique argile de 6%, 7%, pour des sols à 35-40% d'argile. Donc ça fait des paquets de matière organique à mettre. Première série d'analyses 10 ans plus tard, le conseiller agricole me dit « Mais dis donc, il y a une erreur, c'est pas possible, parce qu'il y avait plus 2, plus 3% de matière organique en 10 ans. » Et on a regardé en ratio, on était passé de 6% à 8% ou 10%. Il dit bah non, c'est pas une erreur, c'est que ton sol il avait très très fin. Et puis chapeau à l'agriculteur parce qu'il a évité les ennuis qu'il peut y avoir. Il a mis trop de compost, en l'occurrence certains d'entre eux, mais par ça c'était quand même pas parti en vrille avec du compost enfoui ou que sais-je. Bon. Donc ça s'était bien passé. En termes de quantité, c'était énorme. En termes de ratio, il y a encore des kilomètres à faire. On parle de 10 ans là. Alors donc encore une fois, érosion, activité biologique, etc. 2-3 ans, même sur un sol très dégradé, on peut redémarrer. Je dirais 3 ans, j'ai vu des trucs vraiment catastrophiques, et puis mesure radicale, 3 ans après, c'est réintégré à l'ensemble de l'assolement comme un sol qui peut être intégré, quoi. Teneur en matière organique, 5, 10, 15 ans. Voilà, je pense qu'au bout de 20 ans, quand on est parti très très bas et qu'on a pas mal d'argile, au bout de 20 ans, on est quand même pas loin du compte si on a un effort continu. On prend 2 dernières questions avec 2 réponses courtes et vous pourrez discuter avec Pascal ce midi. Oui, vous parliez des différences de résultats entre les instituts de recherche et les exploitations. Comment vous pouvez l'expliquer? Parce que bon, c'est vrai que ça nous a souvent porté tort. Ouais, alors c'est très depuis délicat. 25 ans, Ouais. par rapport à l'augmentation du taux de matière organique sur les exploitations que nous, on constatait. Ouais. Et qu'on prenait les bases des instituts de recherche qui disaient non, de toute façon, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça n'a pas évolué. Et là, bon, c'est pour ça que ce serait intéressant Alors en Suisse, c'est aujourd'hui de écrit dans savoir... toutes les... Oui, en Suisse, c'est écrit dans toutes les expertises faites par l'équivalent d'INRA que 4 pour 1000, c'est impossible à atteindre, premièrement, et que deuxièmement, de toute façon, il y a bien assez de matière organique dans les sols. Ça, c'est ce que vous avez trouvé partout. Si vous cherchez un petit peu, vous trouvez ça tout de suite. Alors, il manque 50 à 70%, et on est, vous avez vu, les taux, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très, très dommageable. Et je ne voudrais pas que vous entendiez que mes collègues ont fait du mauvais boulot. C'est du très très bon travail. Simplement, on est en station. Alors, en station, je vais vous donner quelques exemples, je ne pourrais pas tout détailler. Premier exemple, vous faites un essai longue durée. L'essai DOC, c'est un des plus anciens. Là. Vous faites un essai longue durée, vous ne changez pas la moindre modalité de l'essai. Rothamsted, il a commencé en 1978, si je ne me trompe pas. On ne change rien, puisque c'est un essai longue durée. Vous voyez ? Comment vous intégrez tout à coup, tiens, le colza, on fait du colza associé, c'est mieux. Ah non, vous ne pouvez pas, il faut ouvrir un nouvel... Voilà. Donc déjà, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc on est basé, plus l'essai est ancien, plus il est basé sur le package ancien. Deuxièmement, vous essayez de séparer les facteurs. Alors c'est un système randomisé qui très souvent va vous conduire à des petites parcelles avec un semi-aléatoire, mais donc du coup, il y a un certain nombre de pratiques que vous ne pouvez pas faire en fait comme dans une ferme. Et puis vous n'allez pas faire feu de tout bois, vous séparez les choses. Donc vous voulez savoir si labourer ou pas labourer, ça change. Un exemple, tout à l'heure, on avait... le labour, impact et mycorhize. Mais est-ce qu'on avait comparé à teneur en matière organique égale? Parce que si c'est un gars qui était en semi-direct depuis hier, bah, c'est pas du semi-direct, et si c'est depuis 15 ans puis qu'il a réussi, on n'avait pas les mêmes teneurs en matière organique. Donc est-ce que c'est derrière le labour, il se cache quoi? Or, dans l'essai, on ne veut pas ça. Donc on va essayer de séparer tout ça. Et finalement, on a une mauvaise intégration des facteurs. Puis troisième exemple, vous faites un essai sur la compaction, pour voir comment ça se restaure, etc. Et vous dites, ah bah est-ce que ça se restaurerait mieux en agriculture de conservation ou en semi-direct? Alors, en conventionnel ou en AC. Enfin, en semi-direct, parce qu'on ne va pas faire, on ne peut pas tout changer, donc il faut juste changer le travail du sol. Et là, du coup, non-travail du sol, ça veut dire que j'ai un printemps sec, mais tant pis, je sème dans la croûte que je viens de compacter. Quel agriculteur aurait fait ça? Ça donne une très bonne publication qui dit que finalement, c'est mieux de labourer. Mais quel agriculteur aurait fait ça sur un béton, vous voyez, en posant les graines là, et puis... Donc, c'est la limite. Mais ils ne pouvaient pas RC un machin qu'ils avaient la modalité où on ne touchait pas. Voilà, enfin, force à peine le trait, si vous voulez. C'est quand on est sur les essais en station, par rapport à la référence agricole, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais il n'y a pas le choix. Au moins, ça ne m'intéresse pas trop, sauf si on est en train de tester un mécanisme très précis. Ce qui est l'objectif, mais là, on a mis la charrue avant les bœufs. Et ça irait encore, sauf qu'après, il y a un petit problème, c'est quelque part dans la discussion à la fin, donc l'agriculture, Or, ce n'est pas de l'agriculture. Et là, il y a vraiment une éducation mutuelle à faire, hein, parce qu'ils se tirent une balle dans le pied. Hein. Mais voilà.